Chapitre 13. Secret. Julia leva les yeux au ciel. « Non mais regarde-moi ça !» s'exclama-t-elle, une fois la porte refermée. Cet homme était exactement comme elle l'avait imaginé. Un rustre, un nul. Pas étonnant qu'il vivait seul. Qui aurait pu le supporter? Elle se leva et s'approcha du fourneau, soulevant le couvercle de la casserole. Elle dut admettre, malgré elle, que le parfum de la soupe était appétissant. Son estomac gargouillait. Il n'était que 7 heures du soir, mais après l'exploration, le bain de mer et tout ce qui s'en était suivi, la course à vélo depuis le village, la perspective de bouts de pain croustillants trempés dans la soupe était fort alléchante. « Non, mais regarde-moi ça !» fit-elle derechef en secouant la tête. Plus pour se donner une contenance que pour protester véritablement contre quelque chose ou quelqu'un. « Regarde quoi ?» demanda Jason en rentrant dans la cuisine. Il tenait à la main l'épais dictionnaire des langages oubliés et le parchemin découvert avec les clés. Il déposa tout sur la table. « Ça sent bon, on va se régaler. » Leur ami reparut à son tour avec une bonne nouvelle. Il avait la permission de dormir à la Villa Argo. Julia sourit, toute contente. Jason passa aussitôt le dictionnaire à son ami. Primo, déchiffrage. Secundo, dîner, décida Rick. Chez lui, Nestor, assailli par 1000 pensées contradictoires, resta un moment à regarder la clarté provenant de la cuisine. Il écouta les enfants rire, jacasser, s'interpeller à haute voix. Puis, il entendit des bruits d'assiettes et de couverts. Dans la vieille maison, des lumières s'allumaient et s'éteignaient. Il sourit. La Villa Argo semblait renaître. « Nous voilà revenus au bon vieux temps, » murmura-t-il. À force de vivre seul, il avait pris l'habitude d'exprimer ses pensées à mi-voix. En fait, il espérait qu'avec ces enfants-là, les choses iraient encore mieux qu'autrefois. En repensant à la visite d'Olivia Newton, il sentit la moutarde lui monter au nez. « Jamais tu n'auras cette maison, Olivia !» siffla-t-il entre ses dents. Cette jeune et riche femme d'affaires dirigeait une grosse société immobilière. Nestor ne savait pas, au juste, en quoi consistait son activité d'intermédiaire immobilier. Une chose cependant était sûre, la vente d'une maison lui rapportait plus d'argent qu'à l'architecte ou au maçon. Les mystères du monde moderne, se dit-il. Olivia Newton ne raisonnait qu'en termes d'intérêt, pas Nestor. Et cette différence de point de vue la déconcertait. Elle avait tenté de le couvrir de livres sterling. Elle lui avait proposé de luxueuses habitations aux 4 coins de la planète. Pour devenir propriétaire de la Villa Argo, elle était prête à tout lui offrir. « Demande-moi ce que tu veux, lui avait-elle encore rappelé cet après-midi-là. « Très bien. En ce cas, je veux que tu disparaisses, lui avait-il répondu, ce qui l'avait mise en fureur. La pluie du soir s'intensifia. Sans prendre le temps de dîner, Nestor décrocha du porte-manteau son ciré noir et l'enfila. « Je suis sûr que ces enfants comprendront pourquoi cette maison est si précieuse, » chuchota-t-il pour lui-même en se dirigeant vers la sortie. Sous les assauts répétés de l'orage, la Villa Argo commençait à gémir de toutes parts. Dans la cuisine, les assiettes de soupe avaient été raclées jusqu'à la dernière cuillerée. Les 3 enfants se serrèrent les uns contre les autres, lisant à haute voix la traduction du dernier parchemin. Si le premier message qu'ils avaient trouvé était mystérieux, celui-ci était parfaitement incompréhensible. Si avec 4, une tu trouves par hasard, sur 4, 3 désignent la devise, sur les 4, 2 iront à la mort, et une des 4 mène en bas. Si avec 4, une tu ouvres par hasard, sur les 4, 3 désignent la devise, sur les 4, 2 iront à la mort, et l'une des 4 mène en bas. Jason hasarda néanmoins diverses interprétations, que Rick démonta les unes après les autres avec des arguments d'une logique irréprochable. En fait, observa-t-il d'un air sombre, rien ne nous prouve que le message de la falaise précède celui-ci. Et même si notre hypothèse de chasse au trésor s'avérait juste, rien ne garantit que nous ayons démarré la partie en commençant par le début. De toute façon, maintenant nous avons 4 clés en main, récapitula Julia,
Et là, c'est écrit que si avec 4, une tu ouvres par hasard, bla bla bla, à mon avis, une correspond à la porte là-bas. Ça peut être aussi une des clés, suggéra Rick. D'ailleurs, hasard signifie également coïncidence ou chance. À moins que ce soit destin, intervint Jason. Il ne croyait pas être resté pendu à cette anfractuosité de la falaise par simple coïncidence, ou par chance. Selon lui, cela relevait plutôt du destin. Devançant les autres, Jason se dirigea vers la salle en pierre. Il traversa 2 salons qui lui parurent sinistres avec leurs meubles et leurs bibelots évoquant des figures endormies. La pluie et le vent avaient redoublé d'ardeur. On eût dit que la maison menaçait de glisser au bas de la falaise. La petite tour, au sommet des escaliers, grinçait sous les rafales de la tempête, tandis que de violents courants d'air s'engouffraient dans les escaliers. Jason avait emporté les 4 clés. Elles pesaient dans les poches de son pantalon. Tout en les serrant machinalement entre ses doigts, il gagna la pièce voûtée, plongea dans un noir d'encre et chercha à tâtons l'interrupteur. Un éclair blanc déchira brusquement la nuit. Jason regarda par la fenêtre, et il vit, lui faisant face, un visage en train de le fixer. Il cria.